Salut à tous, c'est Sindo, j'espère que vous allez bien ce soir. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière parce que je sais pas si je vais faire des games au final, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du format des Grandmasters pour cette semaine. Donc, si je sais pas si vous le savez, mais donc les Grandmasters, c'est le niveau de compétition le plus élevé sur Hearthstone, avec des joueurs qui se sont tous qualifiés euh, dans cette ligue, soit en gagnant énormément de tournois sur l'année 2019, soit en faisant des bonnes performances sur les années 2020, ouais, ou 2018. C'est un peu dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. Et donc en fait, c'est une compétition où pendant 7 semaines, du coup, ces meilleurs joueurs de chaque région vont s'affronter selon un format un peu particulier, où il y a un système de poule, les deux premiers de chaque poule sortent et s'affrontent pour un top 8. Et le format de chaque semaine n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que les deux premières semaines qu'on a eues, c'était du Conquest, BO5 Conquest, donc le premier en 3 manches avec ses 4 decks remporte le match. Et aujourd'hui, cette semaine, ça va être du spécialiste. Alors le spécialiste, qu'est-ce que c'est? C'est un format qui était joué dans le compétitif, je crois que c'était 2019. Et en quoi ça consiste en fait? Au lieu d'avoir plusieurs classes différentes comme en Conquest ou en KOTH, ici chaque joueur ramène une classe, 30 cartes au début, et ensuite on a deux autres decks de side deck, donc qui peuvent contenir 5 cartes différentes par rapport aux premières, euh, aux premières 30 cartes. Donc par exemple là si je vous montre, hop, donc là je vous montre ce qu'on a notamment, donc là on a la liste de Cassie. Donc Cassie, sa liste principale, ça va être ces 30 cartes là, donc un voleur mid-range. Son premier side, il a décidé d'enlever ces 5 cartes et de rajouter ces 5 cartes là. Et son deuxième side, il a décidé d'enlever ces 5 cartes et d'ajouter ces 5 cartes là. Donc dans un match en spécialiste, les deux joueurs s'affrontent en BO3, donc c'est le premier qui remporte 2 points qui gagne le tournoi, enfin qui gagne le match. Après, peut-être que la finale ce sera en BO5, je sais pas. Mais en tout cas, la première game, ils sont obligés de faire liste principale contre liste principale. Deuxième game, ensuite, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, on peut choisir de rester sur sa liste principale ou de changer sur n'importe quel side deck. Donc si en game 1 on gagne avec ce deck là, on peut rester sur ce deck là pour la game 2 et la game 3. Ou alors on peut choisir pour la game 2 d'aller sur celui-ci, on peut aller sur la game 3, choisir de revenir sur celui-là ou d'aller sur un autre. Oula, c'est comme on veut. Ok. Donc ça c'est pour la présentation du format. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ce qui est intéressant c'est que du coup la méta elle est particulière puisque on s'attend à pas avoir les mêmes decks partout. Putain, si vous vous demandez ce que c'est ce bruit, et évidemment ça m'agace aussi, mais bref, c'est mon chat qui est en train de bouffer du carton, littéralement. En train de bouffer du carton en haut de l'armoire. Évidemment, elle commence à le faire quand je commence à enregistrer. Enfin bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une méta totalement particulière, hein. C'est pas quelque chose qu'on va forcément voir dans le ladder. Il y a des listes qu'on verrait même jamais dans le ladder ou même en tournoi Conquest. Et donc là, je vais vous présenter les listes européennes, ce qui a été le plus représenté, et euh, quelques bonnes idées qui peuvent vous faire, si jamais vous comptez regarder les GM ce week-end, ça peut vous donner une idée de qui est devant, de qui a eu de bonnes idées, de qui a ramené le bon deck. Alors, il faut savoir que la moitié du field, donc c'est 16 joueurs en Europe, je vais m'intéresser que aux GM européens, la moitié du field, c'est des mages. Mage spell, il n'y a que quelques différences. Les différences dans les listes, c'est vraiment des différences minimes. Euh, Globalement, les idées, ce sont les mêmes, hein. C'est toujours des mages spell, il n'y a pas de mage ping original comme la semaine dernière avec Orma. Et donc là, je vais vous présenter... Ah, c'est pas ça. Le deck, le deck que les Français ont ramené. Alors quand je dis français, il y a un petit groupe de Français qui praquent ensemble. Donc là, c'est Zim, Felkane et Blaze qui ont ramené ces trois listes identiques. Et alors, donc, ce qu'on peut voir, c'est que... Donc ça, c'est leur main deck. C'est le deck qu'ils vont jouer partie 1 et contre d'autres decks s'ils le veulent, ils peuvent le jouer partie 2 ou partie 3. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette liste? Il y a double ring toss, parce que c'est quelque chose
d'assez versatile, c'est-à-dire que ça peut se mettre bien contre contrôle, contre prêtre c'est très bien parce qu'on peut aller chercher le secret qui nous fait piocher 3, donc celui-là, le prêtre va avoir beaucoup de mal à le proc. Allié de l'Oasis ça peut être pas mal aussi, par exemple pour faire en sorte que des hystéries soient un peu plus compliquées à gérer. Il y a un portail du néant qui est pas mal, notamment en mirror, mais de toute façon, tous les decks, parce que ce sort, c'est une fois qu'on a cast le spell. Donc par exemple, un prêtre qui veut clean un board avec Hystérie, il clean son board et ensuite, on va avoir un T4 qui arrive, donc ça permet de rebuffler assez facilement. On a cut, euh, dans ce main deck, on a cut la suite de déraison. Hop. Avant, quand ça coûtait 2 mana, c'était dans tous les decks. Maintenant, à 4 de mana, on se pose la question, est-ce qu'on le joue ou pas? Bon, on verra que pour les Français, ils ont décidé de le jouer, mais uniquement en side deck. Donc c'est... Bon, on verra, c'est uniquement contre certains autres decks. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont ramené Mage en Europe qui ont décidé d'avoir Suite de Déraison dans leur premier deck. Je crois qu'il y a Frenetic qui l'a ramené. Après, pour les autres, je crois que c'est le seul à l'avoir en main deck, mais je me trompe peut-être. À part ça, c'est une liste classique, hein. Un seul Flame Strike, parce qu'au final, Flame Strike, c'est intéressant, mais pas tant que ça. Il y a quelques match-ups dans lesquels ça se met bien, genre guerrier. Mais bon, en spécialiste, il y a personne qui a ramené de guerrier. Et de manière générale, si on s'attend à croiser pas mal de prêtres, pas mal de mages, on n'a pas trop envie d'avoir des Flame Strike, c'est trop lent pour ce que ça fait. Dans le miroir de mage, si on fait un Flame Strike, on passe notre tour à faire un Flame Strike, c'est un peu trop lent. Donc qu'est-ce que ce deck il veut? Il veut clairement, pourquoi beaucoup de GMEU se sont dit que ramener mage c'était une bonne idée, c'est grâce à cette carte. Parce qu'avec l'Encounter's Flow, le mage a des chances contre n'importe quoi. Honnêtement, si on joue avec un deck qui coûte 1 à 2 points de mana moins que ce qui coûte originellement, et ben on a des tours de tempo qui sont tout de suite abusés. Et donc c'est pour ça que ça risque d'être le meilleur deck, enfin en tout cas c'est celui que le plus de gens ont ramené en, en spécialiste parce que c'est une classe qui peut tout battre si ça sort bien avec ses encounters slow. Et donc ce qui est vraiment intéressant c'est que il y a la moitié du field qui s'est dit qu'il allait ramener mage, et il y a une autre moitié, enfin il n'y a pas vraiment exactement l'autre moitié, mais il y a d'autres joueurs qui se sont dit moi je pense que mage ça va être à peu près partout, donc je vais essayer de ramener des decks qui vont le contrer. Et donc on va voir notamment, il y a une ou deux line-up qui vont se mettre particulièrement bien que je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce mage? C'est assez classique honnêtement, ça ressemble à une liste classique. En général c'est souvent ça, hein. La main list c'est une liste classique un peu plus de ladder, puisque en ladder on a envie de pouvoir battre à peu près tout. La main list c'est pareil, vu que de toute façon on va la jouer, on a envie qu'elle soit un peu forte contre tout. Par contre après, les side decks c'est complètement autre chose, parce que en fonction du match-up, on va ne jamais la jouer. Donc c'est pas grave si on a des cartes vraiment spécifiques pour contrer un match-up. Si on croise pas ce match-up, on a juste à pas jouer le deck et on se retrouve pas à jouer un deck bizarre. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, ce que ce groupe de Français a fait qui est très intelligent, c'est que donc il y a des personnes qui se sont dit on va target mage directement. Donc comme Viper notamment, Ties un peu, mais un peu aussi, mais un peu moins agressivement que Viper. Mais les Français, donc encore une fois, Felken, Zim et Blaze se sont dit ok, on sait que Mage est fort, donc on va quand même prendre Mage, mais le Mage est tellement fort qu'on s'attend à ce qu'il y en ait, donc nous, même si on joue un Mage, on va prendre un side anti-Mage. Et donc, qu'est-ce que c'est ce side anti-Mage? C'est double counter spell, on a retiré le Flame Strike qu'on avait tout à l'heure, on a rajouté un deuxième portail. Pareil, hein, invoquer un T4 pour 3 de mana, c'est souvent une très bonne value en termes de tempo. On a retiré combustion, donc on a retiré 2 combustions, un flame strike, pour ajouter 2 contre-sorts qui sont horribles dans le match-up. Le mage, c'est un deck qui joue des sorts très puissants, notamment Refreshing Spring Water, donc celui-là, on peut pas le cast. Si on met un contre-sort sur 3, sur 4, il peut pas faire ça, ce que le mage a envie de faire, mais bon, c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment fort dans le deck mage, c'est Apexis Blast sur 5. Donc si sur 4, on joue notre contre-sort, l'adversaire du coup, il sait qu'il y a une chance sur deux que ce soit contre-sort.
S'il le joue, bon bah, soit il se fait counter-sort, soit il se fait contre-sort, soit il nous invoque une créature en même temps. Et du coup, ça veut dire que dans tous les, enfin, on a de bonnes chances qu'il ne joue pas son Apexis Blast, qui est la carte qui donne non seulement le plus de tempo, mais qui en plus fait des dégâts dans la tête. Donc c'est vraiment en Mirror de mage, ça se joue à la tempo et à qui va burst l'autre en premier. Donc cette carte dans le Mirror de mage, c'est exactement ce qu'on veut. Donc le fait de pouvoir retarder ce sort à 5 là avec le contre-sort, ça fait que on passe de la situation où on est le deuxième à jouer euh, son Apexis Blast, à tout d'un coup on devient la personne qui le joue en premier. Du coup évidemment c'est super fort. Pareil, ça peut empêcher de se faire tuer par un masque de Cthulhu en fin de partie. Donc vraiment, vous allez voir que Blaze, euh, Zim et Felkane, s'ils jouent contre d'autres mages qui n'ont pas un side de ce genre-là, ils devraient être vachement avantagés. Ok, après il y a beaucoup de gens qui ont fait un side anti-aggro. Alors le side anti-aggro il joue quoi? Il joue double barrière de glace, suite de déraison et cône de froid. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a retiré? On a retiré un masque de Cthulhu parce que c'est un peu lent contre aggro. On a retiré euh, une... Hop, ce portail-là. Encore une fois, c'est un peu trop lent contre aggro, hein. Quand on se fait agresser, on n'a pas envie de dépenser 3 de mana juste pour invoquer un T4. Sachant qu'en plus, s'il choisit de pas jouer de sort, ben ça a juste rien fait quoi. Donc on a rajouté 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui a été que d'autre? Je vais regarder pour pas dire de bêtises. Hop. Felkane. Ok, donc qu'est-ce qui a été cut d'autre? Ce qui a été cut, c'est... Ah oui, les Ring Toss. Pareil. Ring Toss, c'est une carte qui est bonne contre aggro, parce qu'elle permet notamment de récupérer la barre de glace. Mais c'est un peu le seul secret qu'on veut. Il y a certains decks aggro contre lesquels on a envie d'avoir un contre-sort, mais ça coûte un peu cher pour ce que ça fait au final. Et on n'est même pas garanti d'avoir la barre de glace, donc autant jouer barre de glace directement, sachant que c'est compliqué contre aggro d'avoir le temps de les corrompre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue sur le T5 l'Apexis Blast, ensuite que sur le T6 seulement ça intervient, souvent c'est trop tard. Donc c'est pour ça que ça a été retiré contre aggro. Ok, donc les decks aggro c'est quoi? C'est Rogue, Rogue même pas que aggro, Rogue midrange, parce que le plan de jeu de Rogue midrange c'est d'essayer de te burst. Donc avoir 16 PV supplémentaires c'est toujours très intéressant. Cone of Cold qui permet, cette petite carte, elle est pas très forte en early game, mais en fin de partie, elle permet de geler un board de 3 créas concrètement, et du coup ça fait que on passe d'une situation où on doit se défendre pour pas se faire tuer au prochain tour, et du coup on n'a pas le temps de développer notre propre plan de jeu, à en fin de partie on peut développer 5 ou 6 de mana pour commencer à aller dans la tête de l'adversaire avec boule de feu, avec des orbes runiques ou même avec Apexis Blast. Ensuite, on gèle le board de l'adversaire, et le tour d'après, du coup, on le termine avec, encore une fois, boule de feu, Mask of Cthulhu, notre burst, quoi. Donc ça permet de... Cette carte, elle est extrêmement intéressante dans ce deck, pas uniquement parce que bah, ça inflige un point de dégâts à tous les serviteurs et que ça les gèle, pas forcément en early game parce que ça coûte que 3 de mana au final, donc on pourrait se dire ouais c'est plutôt une carte early mid game, mais non au final c'est vraiment une carte qui a plus vocation late game. De pouvoir passer d'un plan de jeu euh, où je me défends seulement à j'oublie la défense, je le gèle et je décide de le tuer dans 2 tours. Ok, donc ça c'est pour les mages, donc j'ai présenté principalement les français, mais en gros si je vais vous montrer rapidement. Quelle autre personne a ajouté mage? Il y a Frénétique. Frénétique, qui d'autre? Il y a Yarla. Je vais vous montrer ces deux-là. Hop, hop. Alors, Yarla. Yarla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené un mage, bon, pareil, classique, avec un side. Lui, c'est un side anti-prêtre. Il met Ktun juste pour le jouer contre prêtre, en se disant que Ktun, ça suffit à gagner la game contre prêtre. Et il a rajouté un side anti-aggro. Bon, il a viré une boule de feu, parce que c'est vrai qu'au final, contre aggro, c'est pas très très intéressant. Il a rajouté des shooting stars qui sont extrêmement fortes pour prendre le board, surtout si on a du spell power. Ice Barrier pareil. Flame Strike, je trouve que c'est un peu moins bon, mais il doit avoir des match-ups spécifiques en tête. Je pense qu'il s'attendait à pas mal de guerriers notamment.
ou en soi contre Rogue, c'est pas horrible, mais on est jamais content de faire que un Flamestrike en un tour. Ensuite, donc là on peut voir que la différence principale avec le deck des Français, c'est que lui il a Galaxy dans tous ses sides, hein. Donc lui enfin pas, c'est pas Galaxy, c'est Deck of Lunacy. Pour ceux qui se souviennent de la Galaxie, c'était un peu le même principe, hein. Une carte broken qui fait que d'ailleurs on fait des choses complètement débiles. Ouais, donc voilà, donc lui il joue Deck of Lunacy de base dans tous ses decks en fait, en se disant que contre aggro, ça peut permettre de tenir. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on joue... Ouais, ça me fait penser. Pourquoi est-ce que les Français ont choisi de jouer Lunacy contre aggro aussi? Et ben en fait c'est parce que quand... On va retourner sur Hearthstone. Quand on fait un Counter's Flow, donc on réduit le coût des sorts de notre deck de 1. Si ensuite on joue Deck of Lunacy, ça fait que nos sorts qui coûtaient 7 de mana de base sont passés à 6 de mana dans notre deck, et donc ensuite, de 6 mana, ils vont se transformer en sorts qui coûtent 3 de plus, donc 9. Donc là maintenant, on va regarder les spells qui coûtent 7 ou plus. Dans tout le jeu, sort à 7, 7, 8, 8, 10, 8, 10, 7, 8, 8, 9. Donc là, ça fait un sort à 9. 8, 7, 8, 8, 7. Et donc en fait, c'est pour ça, parce que contre aggro, le seul sort à 9 qui existe dans le jeu, c'est Librame d'Espoir. Librame d'Espoir qui soigne de 8, invoque une 8-8 Tone Divine Shield. Contre aggro, si on joue ça 2 fois dans la partie, la game est pliée, tout simplement. C'est pour ça que c'est joué dans le side anti-aggro, paradoxalement. Même si c'est une carte qui coûte 4 de mana, Lunacy, ouais, Deck of Lunacy, ça permet de gagner contre aggro. Ok, donc voilà, donc Yarla, lui, s'est dit qu'il pouvait le faire marcher cette carte même contre les decks un peu plus lents, donc il a décidé de le garder en main, et globalement, les listes mages, vous voyez qu'il y a quasiment rien de différent. Lui, il a choisi d'avoir un side prêtre par rapport à un side mage pour les Français, mais globalement, c'est la même idée. Ok, bon, maintenant qu'on a parlé du mage, donc c'est quand même la moitié du fil, donc j'ai passé un bon moment dessus, la moitié des joueurs ont ramené mage. Maintenant, je vais vous montrer le rogue de Viper. Alors non, ça c'est le side. Le main deck de Viper, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? Il y a des armes. Et de quoi buff les armes. Concrètement, c'est à peu près tout. Ce deck, il est fait pour jouer des armes sur 3, ou sur 4 éventuellement en allant les chercher avec passage secret. Et on va quasiment tout droit tout le temps. On va tuer l'adversaire tout simplement. Et une fois qu'on a tué l'adversaire, enfin, une fois qu'on a tué l'adversaire, on a gagné, oui. Mais en gros, le but du jeu, c'est de jouer une arme sur 3. Ensuite, on peut la buffer avec les poisons. Là, on a un autre poison. Là, on a encore un poison. Donc cette arme, dès qu'on joue un poison, on gagne plus 1 de durabilité. Donc au final, cette arme, on la joue une fois au tour 3. On la garde jusqu'à la fin de la game tellement on a de poison et qu'elle va pas perdre de durabilité. Il y a très très peu de serviteurs dans cette liste. Il y a 2 Price Plunderers qui permettent à faire de gros tours pour récupérer le board. Par exemple des tours de passage secret, ensuite on finit par boum balancer une petite 2-1 qui inflige 6 points de dégâts, complètement broken. Et on a ces Price Plunderers et on a les fabricants de baguettes, et c'est les seuls serviteurs du deck. Fabricants de baguettes, pourquoi? Parce que dans ce deck, si on regarde les sorts à 1, les sorts à 1 du mage, bon il y a Brain Freeze, Deadly Poison, hop, sort 1, Brain Freeze, Deadly Poison, donc Deadly Poison on le joue dans le deck, Paralytic Poison on le joue dans le deck, Secret Passage on le joue dans le deck, Sinister Strike on le joue dans le deck, Yonk on le joue dans le deck. Donc en fait il n'y a que Brain Freeze qu'on joue pas dans le deck, et donc en gros c'est comme si on avait des cartes en plus dans notre deck, en plus d'avoir une de 2 pour 2. Donc évidemment ces cartes là on aurait envie d'en avoir plus que 2 dans le deck vu qu'on joue un deck arme. Ces cartes là vu qu'on veut tuer l'adversaire on veut en avoir plus que 2 dans le deck. Ces cartes là on n'en parle même pas, aller piocher 4 cartes pour 1 point de mana c'est broken. Pareil, buffer notre arme on en veut plus. Et les Yonk qui sont des cartes intéressantes, très intéressantes même, parce que quand on regarde les Hero Power, j'ai fait quelques games avec le deck tout à l'heure, en fait les différents Hero Power qu'on peut avoir, c'est forcément pas celui du voleur, et on a quoi? On a, en début de partie,
On peut jouer les tokens du paladin pour prendre un peu le board. Donc ça, mine de rien, vu que ça coûte 0, bah, c'est extrêmement embêtant. Avoir 2-1-1 pour un point de mana, ça embête le mage parce qu'il aurait envie de les ping, mais il n'a pas envie de ping en plus parce que sur 2, il a envie de faire son encounter slow, il a envie de faire plein d'autres choses, mais il n'a pas envie de perdre son temps à ping, surtout dans un match-up où ça va aussi vite. Si on n'a pas encore notre arme en main de départ, on peut prendre le Hero Power du démoniste, aller chercher 2 cartes en plus, encore se rajouter 2 chances de plus d'avoir une arme pour le T3. En fin de partie, on peut aller prendre le pouvoir héroïque du chasseur pour mettre 4 points de dégâts de plus pour 1. Si on commence à être un peu bas en PV, on peut prendre euh, le pouvoir héroïque du druide qui donne 1 point d'armure ou du guerrier qui donne 2 points d'armure. On peut même prendre le mage pour de temps en temps faire un ping par-ci par-là pour gérer un peu le board. Donc vraiment cette carte qui est très très versatile, elle s'adapte à beaucoup de situations. Autre chose qui est très intéressant dans ce deck, c'est qu'on a le Cloak of Shadow. Cloak of Shadow qui empêche, c'est quasiment un bloc de glace au final, parce que pendant un tour on peut pas se faire cibler. Il y a certaines cartes dans la méta qui peuvent quand même nous faire des dégâts, notamment le masque de Cthulhu du mage, qui va quand même nous infliger 10 points de dégâts. Donc le plan de jeu avec ce deck, c'est de faire attention et de jouer ça, pas le tour où on peut se faire un masque of Cthulhu, mais avant, pour pas qu'on puisse se prendre des cartes clés, notamment sur notre T4 à nous, on peut faire après avoir tapé, parce que si on tape après avoir fait ce sort, ben on va se stealth. C'est comme ça que ça marche dans Hearthstone. Mais si on tape sur le T4 et qu'ensuite on joue ce sort, et ben le mage il pourra pas faire son sort à 5 qui inflige 5 et qui invoque un T5 aléatoire. Donc en termes de tempo, c'est vraiment incroyable. Pareil, ça nous permet d'éviter de prendre des dégâts pour qu'ensuite au tour d'après le masque nous termine. Donc toute cette liste, elle est déjà hyper efficace contre mage. Souvent, très souvent, T6, T7, il reste même pas une dizaine de cartes dans le deck, tellement on recycle le deck Swindle qui va chercher des sorts et les créatures elles sont très ciblées vu qu'il n'y en a pas beaucoup, mais du coup on sait ce qu'on obtient. Donc vraiment, ce deck extrêmement efficace contre mage. Contre les autres classes, je sais pas trop ce que ça peut donner. Toutes les autres classes qui n'ont pas de pet arm, ça va quand même s'en sortir. Mais contre mage, c'est vraiment un deck qui va détruire le mage. Donc Viper, il s'est dit, non, mais on va croiser énormément de mages, c'est sûr. Donc moi, je vais prendre une liste qui défonce les mages, qui va un peu galérer contre le reste, mais vu qu'il y a tellement de mages, normalement, je devrais m'en sortir. Ok, et pour le coup, pour avoir joué contre du mage, euh, je pense qu'il a pas tort. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette liste, hein. Sinister Strike, on veut juste tuer l'adversaire. Ça, on va aller piocher. Le deck, c'est de la pioche, des armes, il n'y a quasiment pas de serviteurs, et de quoi taper l'adversaire, hein. On a même, ouais, Wicked Stab, lui, pareil, pour aller terminer la game en fin de partie. Ensuite, les sides. Comme si la decklist n'était pas assez forte, son side deck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cut les Cloak of Shadow, qui sont en soi assez intéressantes contre mage, mais il a rajouté les cultes du néophyte. Au début, juste en voyant la liste, je me disais, c'est quand même un peu bizarre parce que cette carte contre mage, elle est vachement efficace. Et au final, après avoir joué contre mage, euh, juste le fait de jouer cette carte là, culte néophyte, ça fait que sur 2, on l'empêche de faire un counter slow, on l'empêche de faire tout ce qu'il veut, sur 5, on l'empêche de faire son sort à 5. Donc en fait, ce truc gagne tellement de tempo qu'au final, on n'a pas besoin de Cloak of Shadow. Cloak of Shadow, c'est intéressant parce que, mine de rien, même si on agresse le mage énormément, le mage a de bons outils pour se défendre, et au final, la game, elle se joue à celui qui tue l'autre en premier, mais ça arrive que ce soit le mage qui tue le rogue en premier. Quand on joue cette carte, c'est pas le mage qui va tuer le rogue en premier, c'est forcément le rogue. Le rogue, il va jouer cette carte, il va rentrer 3 voire 6 points de dégâts avec ce machin, il va jouer ses armes, le mage, il est obligé de passer sur le T2, faire un ping ou faire des trucs complètement euh, pas bons en termes d'utilisation de mana, et derrière, il n'y a même plus de course il y a même plus de course à celui qui va tuer l'autre en fait. C'est pour ça que Cloak of Shadow est plus très intéressante. Contre Prêtre, il s'est dit pareil, Cloak of Shadow c'est absolument pas intéressant, puisque de toute façon il va pas m'agresser. C'est un peu le cas aussi contre Démoniste. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté 2 assassinés à la place. Ça peut gérer des grosses créates, c'est toujours intéressant. Voilà, mais honnêtement, je pense que ce deck-là, c'est vraiment Viper qui s'est dit, ok, je vais tag du mage, je suis là pour casser du mage, si je tag autre chose que du mage, je vais galérer.
Donc lui c'est vraiment hard target mage quoi. D'un autre côté, ouais, donc pareil, Viper c'est le seul à avoir amené ce rogue. On a également quelqu'un d'autre qui est le seul à avoir amené quelque chose, c'est Thijs. Thijs qui actuellement est le premier au classement. Il a fait top 1 la première semaine, top 2 la deuxième. Donc évidemment, il est très bien classé en termes de points pour les GM. Et lui, il s'est dit, je vais ramener du DHOTK parce que c'est un peu la même idée que le mage. Si ça sort bien, ce deck ça bat n'importe quoi. Si ça fait un crâne sur 4 parce qu'on l'a réduit avec des études, ou sur 3 même, on pourrait même casser un crâne sur 3 en faisant double étude et ensuite pièce crâne sur 3, c'est possible. Et ben c'est sorti comme ça. On fait 80, on fait 40 points de dégâts au tour 5. Bon bah la game est gagnée évidemment. Ça arrive pas souvent, mais en, dans ce genre de format, c'est toujours intéressant d'avoir des classes qui peuvent battre n'importe quel autre deck. Si ça sort convenablement. Enfin même pas convenablement, ça sort parfaitement. Cette liste, elle est également plutôt forte contre mage parce que on a de quoi se remonter en points de vie, avec notamment les Warblades. On a également de quoi se remonter les points de vie avec tous les sorts lifesteal. Faut pas oublier qu'on joue beaucoup de sorts lifesteal dans ce deck. On a High Beam, on a fait le Scream Blast, et au final, on a tellement de burst et mage a pas tellement de moyens de se remonter en points de vie que on n'a pas besoin de toutes les cartes de notre combo. Donc on peut utiliser des cartes de notre combo pour juste se soigner, se mettre hors de portée du mage, et ensuite le tour d'après, ou dans 2 tours, à notre tour en l'OTK quoi. Donc vraiment, cette liste qui est une bonne idée contre mage, mais qui est pas aussi all-in que Viper contre le mage, qui va galérer contre les autres line-up je pense. Lui ça a un vrai shot également contre prêtre, contre démoniste c'est plus compliqué, mais de toute façon il n'y a pas de démoniste. Contre rogue c'est pareil, c'est un bon match-up. Enfin c'est équilibré disons. Le rogue, le rogue midrange peut poser problème, mais il peut toujours s'en sortir. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on a pour le main. À noter qu'il joue aussi le Sigil de Flame, qui est une nouvelle carte, qui est toujours intéressante. On dépense du mana maintenant pour empêcher l'adversaire de développer plus tard. C'est comme si il y a un tour on jouait avec 2 mana supplémentaires quoi. Ok, donc là je vais vous montrer son side anti-aggro. Alors qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté 2 Ooze. Ça, je pense que c'est des techs anti-hunt, parce qu'en ce moment, sur le ladder, il y a beaucoup de hunt qui jouent les Rhino 5-5 et qui jouent la petite arme 1-4, qui est Hunt DH, celle-là, qui fait que le Rhino peut attaquer 2 fois, et du coup, le Rhino fait énormément de dégâts. Donc là, on peut casser l'arme du Rhino comme ça. Bon, il n'y a pas de personnes qui ont ramené Hunt en Europe, mais dans l'idée, pareil, s'il tag Viper, bah, il sera très content d'avoir un side avec double ooze. Il a également rajouté un Throglev qui est une bonne carte pour gérer des créateurs dans le game, même en mid-game en soi. Il a cut un Spectral Sight, il a rajouté un Ethereal Hog Merchant. Qu'est-ce qu'il a cut d'autre? Il a cut le sort à 3 qui piochait 2, qui était beaucoup trop lent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été cut? Les Sigil of Flame. Donc là, ça montre que vraiment, il avait en tête plus un deck arme qu'un deck board, prise de board. Parce que Sigil of Flame en soi c'est bien contre un deck prise de board, mais les Ooze c'est bien meilleur contre un deck qui joue des armes quoi. Donc là, le petit Hog Merchant qui permet de se soigner plus aussi, parce que on peut faire des tours où on n'a pas besoin de lâcher la 1-3, on peut juste lâcher ça, faire un Scream Blast sur 2-3 créas, on se soigne beaucoup plus. Faut pas oublier que un spell power en plus, ça fait déjà 3 points de vie en plus avec ce sort. Si en plus on rajoute des artificeurs, ça fait plus 6 points de vie, donc ça va très très vite. Et donc le dernier side, le problème du DH au TK, et je pense que c'est pour ça que peu de gens l'ont ramené, enfin c'est même le seul en fait, c'est que... Putain, je savais même pas qu'elle existait cette carte, c'est pour ça que j'ai un peu bugué, mais bref. C'est que, en soi, si on joue contre un prêtre qui joue le Illucia, et ben il suffit qu'il ait Illucia quand nous on a pas mal de cartes en main, il joue notre Ilginote et on a perdu la game. Alors pour ça, Thijs a un side, un side deck contre prêtre, donc il a le petit Paul Kelt,
Polkelt qui est très intéressant parce qu'il permet d'accélérer énormément la partie. Il permet de jouer Polkelt, ensuite on récupère un crâne le tour d'après. On fait crâne, on récupère deuxième crâne réduit, Stellina réduite, Ilginote réduit. Donc on sait déjà que on a un Ilginote réduit garanti, à part si on l'a pioché avant Polkelt bien sûr. Mais donc ça veut dire que on laisse beaucoup moins de temps au prêtre pour piocher son Illucia. Et justement, même s'il a Illucia, on joue Stellina qui fait que on peut aller scout la main de l'adversaire et renvoyer Illucia dans le deck si jamais l'adversaire l'a déjà pioché. Ça c'est l'idée. Il a également rajouté une deuxième acrobatie pour aller chercher encore plus vite son Polkate, ses crânes, toute sa combo. De manière générale, s'accélérer, faire en sorte que la game dure moins longtemps. Il a rajouté deux Zog marchands éthériens. Donc un, 2, il a rajouté une, donc ça fait 3, et 4 et 5. Voilà, donc ça c'est les 5 cartes qu'il a pris. Il a enlevé, cette 4-4 parce qu'au final on n'en a plus besoin. Vu qu'on a un Ilginote à 1, on n'a pas besoin de réduire les deux 4 à 0. Il a enlevé les deux Sigil of Flame une fois de plus. Et après, qu'est-ce qu'il a enlevé? Euh, je vois pas trop ce qu'il a enlevé après. Mais bon, c'est pas très important, vous voyez l'idée. De toute façon, on vire les cartes qui sont pas intéressantes dans le match-up, on en rajoute d'autres qui sont bonnes. Et voilà ce que ça donne. Donc alors maintenant, je vais vous montrer également d'autres decks qui sont pas mal présents en Europe. En fait, en Europe, là, il y a uniquement ces 5 classes. Non, ces 4 classes. Il y a Mage, DH, il y en a un seul. Rogue, il y en a plusieurs, mais Rogue Arme, c'est le seul. Et il y a Prêtre. Donc il y a pas mal de gens qui ont ramené du Prêtre Control. Là, je vous ai montré la version de Warma. Il y a également l'État, le joueur italien, qui a ramené un Prêtre APM. Le but, c'est de jouer avec ce sort-là, qui ressuscite un serviteur de coup 1, 2 et 3. Les serviteurs de coup 3, on veut que ce soit cette carte, donc qui à chaque fois qu'on joue un sort réduit le coût d'une carte dans notre main de 1. Le serviteur de coup 2, on veut que ce soit celle-ci. Et en fait, on fait des tours complètement insane à base de je ressuscite tout le monde, et ensuite on joue 1 million de cartes pendant un tour, quoi, et on essaie de gagner la game comme ça. Le problème, c'est que cette combo, elle est battue par le missile dévolutif du mage. Donc l'état, il le ramène parce qu'il est très confiant sur sa capacité à le jouer, même contre mage. Je pense honnêtement qu'il va avoir du mal. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va être capable d'outplay les mages qu'il va croiser dans son groupe? Il y a 2 mages sur 4 dans son groupe, donc on va voir comment il va s'en sortir. 2 mages sur 3 du coup, vu qu'il a que 3 adversaires. Mais bon, donc voilà, donc là on a une bonne partie du field. Je crois qu'il y a 4 personnes qui ont ramené du prêt de contrôle, 3 ou 4 personnes. Voilà, une liste à peu près classique. Il y a Yogg-Saron quand même malgré tout en top curve. De temps en temps ça peut renverser des games qui sont compliqués. Sakumo avec Apothéose, toujours la même chose. Vous connaissez le deck. Il y a cette carte là qui est originale dans le deck de Warma, qui permet de développer une 5-5 pour 4, récupérer des ressources, et de toute façon vu qu'on a un deck contrôle, on se fiche un peu de savoir quelle carte, enfin, on se fiche un peu de savoir que l'adversaire a des ressources en plus, vu que nous on la récupère aussi, puis en plus c'est nous qui choisissons, donc en fonction de la situation on peut se débrouiller, et surtout ça fait de la bonne tempo. Ok, on a également, donc là ça va être le dernier archétype que je vais montrer, Cassie et Bunny Hopper qui ont ramené un rogue, mais lui c'est un rogue midrange, c'est pas un rogue face, comme vous pouvez le voir, c'est un rogue assez classique, qui joue Vanessa, qui joue Alexstrasza en top curve, qui joue Kazakus, voilà, la liste est assez classique, je vous montrerai peut-être, je ferai peut-être une vidéo dans les prochains jours avec ce deck-là, enfin une version similaire de ce deck, parce que j'ai eu de très bons résultats en ladder avec, j'ai fait une série 15-2 dessus pour passer les gens avec, donc voilà. C'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va pas faire de gameplay en plus. Mais voilà, donc je vous ai présenté rapidement le format des Grandmasters de cette semaine, les différents decks qui vont être joués, et du coup, tout ce qui se passe dans cette méta, c'est-à-dire à quel deck on s'attend, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer contre ces decks-là. Donc là, beaucoup de gens sont préparés à du mage. Il y en a qui se sont dit, bon, on va juste prendre le mage parce que c'est tellement fort que c'est évident que les gens vont le ramener, mais ça reste le meilleur deck. Donc même si les gens essaient de le contrer, bah moi je suis un mage, je vais jouer un counter slow sur 2, je vais quand même gagner la partie.
D'autres se sont dit non, il y a quand même moyen de totalement défoncer Mage, notamment Viper, et je pense que Viper il a trouvé vraiment une bonne line-up contre Mage, hein. Pour avoir joué contre des Mages, ça roule dessus, hein, surtout sans side anti-Mage. Tice qui a une approche euh, un peu moins all-in, en se disant qu'il y a encore des match-ups qu'il peut gagner. Et pareil, au final, les prêts de contrôle, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais on a beaucoup de soins, on a Renew, on a Apothéose, avec notamment Samuro, mais également n'importe quelle créa, il y a beaucoup de créatures, donc le but c'est d'essayer de faire stick des créas, puis ensuite on joue une Apothéose, on se soigne bien, ce qui fait que contre Mage, on a quand même des armes pour se défendre. Ouais. Donc en tout cas, moi j'aimais beaucoup le spécialiste quand c'était la méta des Open Cup notamment et des Master Tours. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait long, c'est que du BO3, et puis il y a quand même une forte part de pierre, feuille, ciseaux, hein, en fonction de qui ramène quelle classe, le match-up est déjà bien avantagé. Ce qui est intéressant dans ce format, c'est que c'est vraiment la préparation qui rentre en compte plus que le gameplay, je trouve. Bon, évidemment, le gameplay est toujours important, mais la préparation a une part beaucoup plus importante, enfin l'anticipation a une part beaucoup plus importante qu'en Conquest selon moi. Et donc voilà, ça me fait plaisir d'en parler un petit peu, parce que voilà, c'est un format que j'apprécie particulièrement. Et donc j'ai bien hâte de suivre cette semaine, voir ce que ça va donner pour les GM. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que j'analyse de la même façon la méta sur les Grand Masters américains ou asiatiques par exemple, bah je peux le faire si ça vous intéresse. Et bon, en attendant la prochaine vidéo, je vais vous souhaiter évidemment une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.